Je m'appelle Vera Westbrook. J'ai 28 ans. 7 jours avant mon mariage, j'ai découvert que ma propre mère avait annulé tous les prestataires sans exception, les fleurs, le traiteur, le lieu. Elle a dit à mon fiancé que j'étais une marchandise endommagée et qu'il commettait la plus grande erreur de sa vie. Le jour de notre mariage, 200 invités sont arrivés sur un terrain vide. Mais mademoiselle d'honneur avait vu venir cela 6 mois plus tôt. Ce qu'elle a planifié, et ce dans quoi ma mère est entrée, a tout changé. Avant de commencer, si vous aimez cette histoire, prenez un moment pour liker et vous abonner, mais seulement si vous le ressentez vraiment. Et dites-moi dans les commentaires, quelle heure est-il chez vous en ce moment? Maintenant, laissez-moi vous ramener 8 mois en arrière, la nuit où Nathan s'est agenouillé dans notre cuisine, et l'appel de ma mère qui est arrivé 11 minutes plus tard. Nathan a fait sa demande un mardi soir. Pas de restaurant chic, pas de bague cachée dans un dessert. Il s'est simplement tenu dans notre petite cuisine à Ridge Hill, en Géorgie, tenant une bague pour laquelle il avait économisé 7 mois, et il a dit « Je n'ai pas de discours. Je sais juste que je veux que chaque matin commence avec toi. » J'ai dit oui avant qu'il finisse sa phrase. Nous nous sommes assis par terre dans la cuisine ensuite, mon dos contre les placards, son bras autour de mes épaules, et je continuais à tourner ma main sous la lumière, regardant le petit diamant capter la lumière. Pendant 11 minutes, le monde était exactement comme il fallait. Puis mon téléphone a sonné. Maman. J'ai décroché, toujours souriante. Maman? Mais Nathan, juste où allez-vous le faire? Pas de félicitations, pas de cris de surprise, pas de « Oh, ma chérie ». Le mariage, a-t-elle dit. Où est le lieu? Je dois le savoir maintenant. J'ai jeté un regard à Nathan. Il a penché la tête, écoutant. Nous n'avons encore rien décidé, maman. Il vient littéralement de « bien, vous devez commencer à décider. Ces choses se réservent 1 an à l'avance. Je m'occuperai des appels. Je devrais expliquer quelque chose. Toute ma vie, chaque décision que j'ai prise est d'abord passée par ma mère. Quelle université? Quelle spécialité? Quel appartement? Quand mon père est mort, j'avais 19 ans. Elle m'a serré contre elle à l'enterrement et a murmuré, « Il ne reste que nous maintenant. Tu es tout ce que j'ai. » Et à partir de ce jour, dire non à ma mère revenait à abandonner une veuve. Alors quand je lui ai dit que nous voulions tout organiser nous-mêmes, elle s'est tue. 4 secondes. Je les ai comptées. D'accord, a-t-elle dit. Je comprends. Tu n'as plus besoin de moi. Ma poitrine s'est serrée. La vieille culpabilité, celle qu'elle a installée comme un logiciel quand j'étais enfant, s'est immédiatement activée. Non, maman. Bien sûr que j'ai besoin de toi. Je veux que tu aides. J'ai entendu son soupir, satisfaite. Nathan m'observait de l'autre côté de la cuisine. Il n'a rien dit, mais sa mâchoire s'est légèrement déplacée, comme quand il retient quelque chose. Je ne le savais pas encore, mais cet appel était le premier coup dans un jeu que ma mère attendait de jouer. 3 mois après les fiançailles, ma mère avait pris le contrôle de tout. Cela s'est produit progressivement, comme l'eau qui monte dans un sous-sol. Quand on s'en rend compte, elle est déjà à hauteur de cheville. D'abord, elle a proposé de passer quelques appels aux prestataires parce que j'étais occupé à enseigner en 3e année. Puis elle a commencé à se présenter aux dégustations sans me le dire. Puis elle a changé mes coordonnées sur le compte du fleuriste pour les siennes. Je voulais des fleurs sauvages, des tournesols, de la lavande, du gypsophile lâche, désordonnées et vivantes. Ma mère a commandé des roses blanches pour l'élégance. Elle a dit, « Tu me remercieras. » Je voulais du porc effiloché au barbecue et du pain de maïs. On ne sert pas de barbecue à un mariage, Vera. Les gens vont jaser. Je voulais le plan de table avec la famille de Nathan devant. Elle l'a réorganisé pour que ses amis occupent les 4 premières rangées. Quand je résistais doucement, la seule façon que je connaissais, elle pleurait sur le champ dans notre salon, tamponnant ses yeux avec un mouchoir qu'elle avait déjà en main. J'essaie juste de rendre ça beau pour toi. Ton père aurait voulu que ce soit comme ça. Et je cédais chaque fois. Nathan a commencé à passer plus d'heures dans son atelier. Il ne se plaignait pas, mais je le surprenais parfois debout devant son établi, sans rien construire, juste à fixer le mur. Un soir, Rachel, ma demoiselle d'honneur et ma meilleure amie depuis la 8e année,
est venue pour la première planification du dîner de répétition. Elle a regardé ma mère réorganiser les échantillons de centre de table que j'avais choisis, remplaçant tout. Rachel n'a rien dit à Diane, mais plus tard à la porte, elle m'a attrapé le bras. J'ai besoin que tu me fasses confiance sur quelque chose. Ne pose pas de questions pour l'instant. J'ai ri nerveusement. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a juste serré ma main et est partie. Je n'ai pas compris. Pas à ce moment-là. 2 mois avant le mariage, ma mère a invité Nathan à déjeuner. Juste 2. Elle a dit que c'était pour parler de choses familiales. J'ai pensé que c'était bon signe. Mais Nathan est rentré cet après-midi-là et s'est assis en face de moi à la table de la cuisine. Il a croisé les mains. Il était prudent avec ses mots. Il l'était toujours, mais je voyais la tension dans ses épaules. Ta mère m'a dit que tu avais fait une dépression à l'université. Mon estomac s'est noué. Elle a utilisé l'expression « marchandise endommagée ». Je l'ai fixée. La pièce a basculé. Elle a dit « Ma fille a besoin de quelqu'un qui peut la gérer. Peux-tu vraiment ?» J'ai ouvert la bouche, mais rien n'est sorti parce que oui, après la mort de mon père, j'ai traversé une période sombre en 2e année. J'ai vu un conseiller. J'en suis sorti. Ce n'était pas un secret, mais ce n'était pas non plus une arme. Ma mère en a fait une arme. Qu'est-ce que tu as répondu, ai-je murmuré. Nathan m'a regardé fixement. J'ai dit, je ne vois pas de dommage. Je vois quelqu'un qui a survécu à toi. Quelque chose s'est ouvert dans ma poitrine. Pas de la douleur, quelque chose de plus chaud. Elle est partie après ça, a-t-il dit. Elle n'a pas fini son thé glacé. 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Maman. Nathan m'a manqué de respect au déjeuner. Il t'isole de ta famille, Vera. C'est ce que font les hommes comme lui. Menuisier, col bleu, sans ambition. Il construit des meubles avec ses mains. Maman, ton père était comptable. Papa est parti. Silence. Puis, très doucement, n'ose pas me jeter ça à la figure. Elle a raccroché. Je suis resté assise dans la cuisine, tenant mon téléphone, coincé entre 2 versions de la vérité, celle de ma mère, où elle me protège, et la vraie, où elle essaie de s'assurer que je ne parte jamais. Je ne le savais pas encore, mais ce n'était que la première étape de son plan. Les rumeurs ont commencé petitement. 6 semaines avant le mariage, je suis entré chez Patty, le salon de coiffure sur Main Street, pour ma coupe habituelle. Patty, qui me coiffe depuis mes 14 ans, m'a fait asseoir et s'est penchée près du miroir. Ma chérie, ça va? Ta maman est passée hier, elle a dit que les choses ne vont pas bien à la maison. J'ai cligné des yeux. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Patty a hésité. Juste que tu traverses une période difficile, que Nathan n'est peut-être pas le bon. J'ai souri le genre qu'on plaque quand l'intérieur se liquéfie et j'ai dit, tout va bien, Patty. Vraiment. Mais ce n'était pas bien, parce que le lendemain, je suis entré chez Dal pour faire les courses, et Madame Brewer à la caisse m'a lancé un regard que je n'avais jamais reçu avant. De la pitié. De la pitié pure, non filtrée. Vera, ma chérie, si tu as besoin de parler. Je n'ai pas demandé ce qu'elle avait entendu. Je le savais déjà. Ridge Hill compte 4000 habitants. Dans une ville de cette taille, une rumeur ne se propage pas, elle se téléporte. En 48 heures, ma mère avait semé la même histoire à tous les comptoirs de café et parking d'église, Vera est fragile. Nathan est une erreur. Le mariage ne devrait pas avoir lieu. J'ai commencé à le sentir partout. Les regards en coin à la poste. Le ton trop doux des parents à la sortie de l'école. Les gens me traitaient comme si j'étais en papier mouillé. Ce jeudi soir, mon téléphone a vibré, un message de Rachel. Ne réagis à rien de ce que fait ta mère cette semaine. Je suis sérieuse. Fais-moi confiance. J'ai fixé l'écran. Qu'est-ce que Rachel sait que j'ignore? J'ai répondu, tu me fais peur. 3 points sont apparus, puis disparus, puis réapparus. Bien. Avoir peur signifie que tu fais attention. Elle n'a pas expliqué davantage. Et pour des raisons que je ne pouvais pas formuler, je n'ai pas insisté. Quelque chose bougeait sous la surface, je ne le voyais pas encore. 5 semaines avant, ma mère a appelé Gloria Cole,
mais je ne l'ai pas appris de Gloria. Je l'ai appris de Nathan, qui l'a appris de sa mère, qui l'a appelé à 9 h un samedi matin, la voix tendue et prudente. Nathan, y a-t-il quelque chose sur Vera que je devrais savoir? Nathan a mis le haut-parleur pour que je puisse entendre. Gloria a continué, Diane m'a appelé hier soir. Elle a dit que Vera a un historique de... Elle a utilisé le mot épisode. Elle a dit que Vera avait besoin d'un traitement psychiatrique à l'université et qu'elle s'inquiète pour sa stabilité. Mes mains sont devenues froides. J'ai regardé le visage de Nathan. Son expression n'a pas changé, mais un muscle près de sa tempe s'est contracté. Maman, a-t-il dit. Vera a vu un conseiller après la mort de son père. C'est tout. Diane le déforme. Gloria a marqué une pause. Je te crois, mon chéri. Mais elle était très convaincante. Elle a pleuré. Bien sûr qu'elle a pleuré. Après que Nathan a raccroché, il s'est tourné vers moi. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui n'était pas de la patience. C'était de la clarté. Ta mère n'essaie pas de te protéger, Vera. Elle essaie de te posséder. Je savais qu'il avait raison. Je le savais peut-être depuis des années, mais l'entendre à voix haute dans notre cuisine un samedi matin avec le soleil sur le sol, ça sonnait différemment. Et ça sonnait vrai. Ne te dispute pas avec ta mère à ce sujet, lui ai-je dit. C'est exactement ce qu'elle veut. Il a hoché la tête, mais sa mâchoire était crispée. Cette nuit-là, allongé au lit, j'ai réalisé quelque chose. Ma mère n'essayait pas seulement d'empêcher un mariage, elle essayait de démanteler chaque relation que j'avais, un appel téléphonique à la fois. Et elle était à court de gens à appeler. Voici ce que personne ne vous dit sur les mariages, l'argent disparaît avant même la première danse. Nathan et moi avions économisé pendant 3 ans, 18 000 $ tirés de salaire d'enseignante et de commission de menuiserie précoce. Vacances sautées, voiture d'occasion au lieu d'une neuve. Chaque dollar était affecté. Fleuriste, 2200. Traiteur, 4800. Acompte lieu, 3500. Digi, photographe, location, gâteau, le reste s'est rempli vite. La plupart de ces prestataires avaient une politique d'annulation de 30 jours. Nous étions maintenant dans cette fenêtre. Si le mariage n'avait pas lieu, nous perdrions presque tout. Je me suis assise à la table de la cuisine un soir avec notre tableur de budget ouvert sur mon ordinateur. Nathan était en face de moi, ponçant un pied de chaise à la main parce que le bruit de la ponceuse électrique dérangeait le chien du voisin. Si on devait tout abandonner maintenant, ai-je dit, combien on perd? Il n'a pas levé les yeux. La plupart. On ne peut pas se permettre de perdre la plupart. Je sais. 18 000 $. 3 ans à préparer des déjeuners au lieu de les acheter. 3 ans où Nathan travaillait le week-end. Cet argent était censé être notre départ. Un fonds pour la compte, un filet de sécurité, un avenir. Et en ce moment, il était dans des contrats contrôlés par une femme qui pense que mon bonheur est une menace pour le sien. J'ai fermé l'ordinateur et pressé mes paumes contre mes yeux. Si je ne fais rien, ai-je dit, plus pour moi que pour Nathan, je perds l'argent. Je perds la face devant 200 personnes. Je perds la confiance de ta mère. J'ai baissé les mains. Et je me perds moi-même. Nathan a posé le papier de verre. Tu ne me perdras pas, je sais. Alors on trouve une solution. J'ai hoché la tête, mais assise là dans le silence de notre cuisine, j'ai pensé, c'est le fond. Ça ne peut pas être pire. J'avais tort. 7 jours avant le mariage, un lundi. J'étais en train de corriger des copies à mon bureau pendant la pause déjeuner quand j'ai décidé d'appeler le fleuriste. Juste une confirmation de routine. Le téléphone a sonné 2 fois. Magnolia Floral, Dawn à l'appareil. Bonjour Dawn, c'est Vera Westbrook. Juste pour vérifier notre commande pour samedi. Une pause. Trop longue. Madame, cette commande a été annulée il y a 3 jours. Le crayon dans ma main s'est arrêté. J'ai raccroché. Mes doigts tremblaient, mais j'ai composé le numéro du traiteur. Mademoiselle Westbrook? Oui, nous avons reçu l'annulation jeudi. Votre mère a dit, j'ai raccroché encore. J'ai appelé le lieu. Je suis désolé, Mademoiselle Westbrook. Madame Diane Westbrook a appelé et annulé la réservation.
Elle a dit que la famille avait décidé, je ne l'ai pas laissé finir. Je suis resté assise à mon bureau, fixant mon téléphone, et j'ai senti le sol sous moi se dissoudre. Pas se fissurer, se dissoudre, comme du sable sous une vague. J'ai appelé ma mère. Elle a décroché à la première sonnerie, comme si elle attendait. Maman, tu as annulé mon mariage. J'ai annulé une erreur. Ce n'était pas ta décision. Tout ce qui te concerne est ma décision, Vera. J'ai agrippé le bord de mon bureau. Je t'ai élevé, a-t-elle dit, la voix plate et égale. Je t'ai nourri. J'ai enterré ton père seul. Ce mariage, c'est à moi de le donner ou de le reprendre. Quelque chose s'est déplacé en moi. Pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus froid. Quelque chose qui dormait depuis 28 ans et venait d'ouvrir les yeux. Non, ai-je dit. Ce n'est pas à toi. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient encore, mais ma voix était ferme, et ça m'a surprise plus que tout ce que ma mère venait de dire. La pièce était très silencieuse. 22 élèves de 3e année étaient en récréation, et j'étais assise seule avec les décombres. Je ne me souviens pas d'être rentré en voiture. Je me souviens du sol de la cuisine, du froid du carrelage à travers ma robe, de la façon dont la lumière de l'après-midi faisait un rectangle sur le mur qui bougeait si lentement que le temps semblait épaissi. Je ne pleurais pas. C'est la partie étrange. J'étais juste assise là, le dos contre le lave-vaisselle, mon sac encore sur l'épaule, fixant le vide. Nathan m'a trouvé comme ça quand il est rentré de l'atelier, de la sueur sur les avant-bras. Il m'a regardé et n'a pas encore demandé ce qui s'était passé, il s'est juste assis par terre à côté de moi, assez près pour que nos épaules se touchent. 10 minutes ont passé, peut-être 15. Le réfrigérateur bourdonnait. Elle a tout annulé, ai-je dit enfin. Tous les prestataires. Tous. Il n'a pas tressailli. Quand? Il y a 3 jours. Dans mon dos. Sa main a trouvé la mienne. Sa paume était rugueuse et chaude. Elle m'a dit ce matin que c'était à elle de le donner ou de le reprendre, ai-je dit. Le mariage. Notre mariage. Elle a dit qu'il lui appartient. Nathan est resté silencieux un moment. Oui. Alors on va trouver une solution. 7 jours, Nathan. Pas de fleuriste, pas de traiteur, pas de lieu, pas d'argent pour des remplacements. Je sais. Ma mère veut que j'échoue. La phrase est restée dans la pièce comme une chose vivante. La première fois que je le disais à voix haute. Nathan a sorti son téléphone. J'appelle Rachel. Il a composé le numéro. Rachel a décroché. Nathan lui a donné la version courte. Prestataires annulés. Diane responsable. 7 jours. Rachel a écouté. J'entendais le silence de son côté et pas le silence du choc. Attends. Nathan et moi nous sommes regardés. N'appelle aucun prestataire, a dit Rachel. N'appelle pas ta mère. J'ai besoin de 48 heures. Ce même soir, après que je me sois effondré sur le canapé dans quelque chose qui n'était pas vraiment du sommeil, le téléphone de Nathan a sonné. Il était dans la cuisine. Je l'ai entendu répondre, entendu sa voix baisser. Je n'ai pas bougé. Plus tard, beaucoup plus tard, il m'a raconté ce qui s'était passé, ma mère l'avait appelé à 22h47. Elle a fait une dépression à l'université. Est-ce qu'elle t'a raconté toute l'histoire? Nathan n'a rien dit. Elle n'a pas pu sortir du lit pendant 3 semaines. Elle a raté les examens finaux. J'ai dû prendre l'avion et la ramener à la maison. Toujours rien. Elle ne supporte pas le stress, Nathan. Elle va s'effondrer. Tu seras celui qui ramassera les morceaux. Il l'a laissé parler. Par maintenant, a-t-elle dit. Sauve-toi. Tu as l'air d'un homme décent. Ne la laisse pas ruiner ta vie. Nathan a tendu le bras par-dessus le comptoir et a appuyé sur un bouton de son téléphone, enregistré. La Géorgie est un État à consentement unique. Il le savait parce que son ami Marcus le lui avait dit une fois après qu'un entrepreneur avait essayé de l'arnaquer sur un chantier. C'est tout, Diane, a-t-il dit calmement. J'essaie de t'aider. Notez. Il a raccroché. Il a sauvegardé le fichier. Il ne me l'a pas dit ce soir-là. Il voyait que je tenais à peine,
et un coup de plus aurait pu fissurer les fondations. Le lendemain matin, il est allé à l'appartement de Rachel avant le travail. Il lui a donné son téléphone, l'enregistrement prêt. Rachel a écouté. Son visage n'a pas changé. Quand ça s'est terminé, elle a regardé Nathan et a dit « C'est exactement ce dont j'avais besoin ». Nathan a demandé « Qu'est-ce que tu prévois, Rachel ?» Elle a tapoté le téléphone contre sa paume. Une assurance. Il a attendu. Du genre que ta belle-mère ne peut pas annuler. Elle n'a pas élaboré. Et Nathan, parce qu'il est Nathan, lui a fait confiance comme moi complètement. Et Rachel m'a dit d'attendre 48 heures. C'était les 48 heures les plus longues de ma vie. Mais je ne savais pas encore qu'elle se préparait à ce moment depuis 6 mois. 5 jours avant le mariage, Rachel est arrivée chez nous avec un dossier en craft assez épais pour caler une fenêtre ouverte. Elle s'est assise à notre table de cuisine, la même table où Nathan a fait sa demande, où j'ai appris les annulations, où chaque tournant de cette année s'est produit et a ouvert le dossier. « Je dois vous dire quelque chose », a-t-elle dit. « Et je veux que vous me laissiez finir avant de réagir. » J'ai hoché la tête. Le jour où ta mère s'est portée volontaire pour s'occuper du mariage il y a 6 mois, j'ai commencé à faire des plans de secours. Je l'ai fixé. 6 mois. Tu te souviens de ta remise de diplôme à l'université? Oui. Ma mère est arrivée 40 minutes en retard, a commencé une dispute avec les parents de ma colocataire à propos du parking, et a passé la réception à dire à tout le monde que mon diplôme en éducation était du gaspillage et que j'aurais dû faire des études de commerce. J'ai pleuré dans les toilettes. Rachel me tenait les cheveux. Je me suis fait une promesse ce jour-là, a dit Rachel. Je ne la laisserai jamais ruiner un autre jalon de ta vie. Elle a sorti un contrat imprimé. Elmwood Garden Estate, une propriété de jardin privé à 12 minutes du centre de Ridge Hill, appartenant à une femme nommée June Whitfield, une amie de Rachel dans l'organisation d'événements. Le contrat était signé, le nom de Rachel, daté d'il y a 6 mois. Un acompte de $2000. L'argent de Rachel elle-même. Tu as dépensé ton propre argent? Ma voix s'est brisée. Tu aurais fait pareil pour moi. J'ai regardé la date sur le contrat. 6 mois. Elle avait commencé ça la même semaine où ma mère avait pris le contrôle des appels aux prestataires. Rachel l'avait vu venir avant moi, avant tout le monde. Nathan s'est appuyé contre le comptoir, bras croisés. Il fixait Rachel comme si elle venait de traverser un mur. Je n'ai pas fait ça parce que je déteste ta mère, a dit Rachel. Je l'ai fait parce que je t'aime. Je n'avais pas de mots. J'avais juste des larmes. Et pour la première fois depuis des mois, ce n'était pas les tristes. Rachel a feuilleté le dossier comme un général briefant une salle de guerre. Fleuriste, Sandy S. Bloom à Carterville. Fleurs sauvages, tournesol, lavande. Elle m'a regardé. Exactement ce que tu voulais à l'origine. J'ai pressé ma main sur ma bouche. Traiteur, Big Jim's Smokehouse. Porc effiloché, pain de maïs, poitrine de bœuf, thé sucré, et bocaux maçon. Nathan a laissé échapper un petit rire. Le premier que j'entendais depuis des semaines. Digi est mon ami Marcus. Photographe, ma collègue Lena. Elle fait des mariages à côté. Coût total des secours, 6500. Je l'ai couvert. Tu me rembourses quand tu veux. J'ai secoué la tête. Rachel, ce n'est pas négociable. Elle a continué. Liste d'invités, j'ai repris la liste originale que tu m'as partagée quand vous vous êtes fiancés, avant que ta mère ne prenne le contrôle des communications. 200 noms, numéros de téléphone, email. J'ai une base de contacts séparée pour chacun. Elle a expliqué le plan, le matin du mariage, elle enverrait un SMS groupé et passerait des appels personnels aux 15 invités les plus importants, la famille de Nathan, mon oncle Tom, les amis les plus proches. Le message, le lieu a été amélioré. Nouvelle adresse. Arrivée à 15 heures, elle le présenterait comme une surprise. Et ma mère, ai-je demandé. Rachel m'a regardé dans les yeux. Elle reçoit l'adresse originale. Seulement l'adresse originale. La pièce est devenue silencieuse. J'ai aussi appelé quelqu'un d'autre, a dit Rachel, la voix prudente maintenant. Maggie Coulter, WRDG-TV. Le sujet d'intérêt local. Meilleur ami sauve un mariage, une histoire d'amour communautaire.
Maggie ne connaît pas les détails sur ta mère. Elle sait juste que c'est un segment feel good. J'ai hésité. Une équipe de caméras semblait un pas que je ne pouvais pas revenir en arrière. Rachel a lu mon visage. Tu n'as pas à décider maintenant. Mais Vera, ta mère l'a mis sur Facebook. Elle l'a rendu public en premier. Ceci est juste la vérité qui rattrape. Une partie de moi se sentait coupable. L'autre partie est celle que ma mère avait fait taire pendant 28 ans et ressentait quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Du soulagement. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais allongé au lit, Nathan respirant lentement et régulièrement à côté de moi, et j'ai repassé le film de ma vie en arrière. Chaque anniversaire que ma mère a fait tourner autour d'elle, l'année où elle a annoncé son opération de la hanche à mes 16 ans, chaque réussite qu'elle a diminuée, enseigné c'est bien, mais ce n'est pas une carrière, chaque petit ami qu'elle a chassé avant Nathan. Traitant chacun de « pas assez bien » jusqu'à ce que je crois que j'étais le problème. Et mon père. La dernière chose qu'il m'ait dite, 3 jours avant la crise cardiaque, debout à l'évier de la cuisine dans la maison où j'ai grandi, ne laisse personne te rapetisser, Vera. Pas même moi. Je n'avais pas compris à l'époque. Je pense que je comprends maintenant. À 6 heures du matin, j'ai appelé Rachel. Allons-y, tu es sûr? Je suis sûr. Bien. J'active tout aujourd'hui. J'ai raccroché et passé un autre appel. Oncle Tom, le frère cadet de mon père, armé à la retraite, gère un entrepôt dans la ville voisine. Il est dans ma vie depuis ma naissance mais garde ses distances avec l'orbite de ma mère. Homme intelligent. Oncle Tom, je dois te demander quelque chose. Vas-y, est-ce que tu accepterais de me conduire à l'hôtel? La ligne est devenue silencieuse. Je l'ai entendu s'éclaircir la gorge. Quand il a parlé, sa voix était rauque. Ton papa serait tellement fier, Vera. J'ai pressé le téléphone contre ma poitrine après avoir raccroché. Je me suis assise au bord du lit et j'ai respiré. Voici ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas appelé ma mère. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas négocié. Pour la première fois en 28 ans, j'ai choisi le silence. Pas le silence de la soumission. Le silence de quelqu'un qui a enfin décidé. 4 jours avant le mariage et ma mère pense toujours qu'elle a gagné. J'y ai beaucoup réfléchi depuis. Pourquoi ma mère a fait ce qu'elle a fait? Était-ce de la haine? De la peur? Quelque chose de brisé en elle qui ne supportait pas de me voir entière? Je n'ai toujours pas de réponse parfaite, mais je suis curieuse, si vous découvriez que votre propre mère avait annulé tout votre mariage, que feriez-vous? La confronteriez-vous? Resteriez-vous silencieuse comme moi? Feriez-vous quelque chose de complètement différent? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir. Et maintenant, revenons à 4 jours avant le mariage. 4 jours avant le mariage, un jeudi. J'étais dans le couloir devant ma classe à l'école élémentaire de Ridge Hill, en train de remplir ma bouteille d'eau à la fontaine, quand j'ai entendu sa voix. Pas au téléphone cette fois en personne, dans mon bâtiment. Je suis venu voir ma fille. J'ai levé les yeux. Ma mère se tenait au bout du couloir, parlant à la bénévole de l'accueil, assez fort pour que toutes les portes de classe ouvertes entendent. Elle a été instable. Je m'inquiète qu'elle ait un autre épisode. Madame Patterson, l'enseignante de 5e année, est sortie sur le seuil de sa porte. Monsieur Gaines, le concierge, s'est figé en plein balayage. 2 parents attendant une conférence de retrait se sont tournés pour regarder. Mon visage est devenu blanc. Je sentais le sang partir comme si on avait tiré une prise. Je me suis dirigé vers elle. Pas à pas. Mes baskets ont couiné sur le linoléum. Maman, c'est mon lieu de travail. Pas, s'il te plaît. Elle s'est tournée vers moi, et son expression a changé. Blessé, menton tremblant. Je m'inquiète juste pour toi, ma chérie. J'ai besoin que tu partes. Elle a regardé autour du couloir les visages qui fixaient, les portes entr'ouvertes, et a redressé les épaules. Tu verras, a-t-elle dit en marchant vers la sortie. Tout le monde verra. La porte s'est refermée derrière elle. Le couloir s'est lentement détendu. Pendant que Monsieur Gaines reprenait son balayage, Madame Patterson m'a fait un petit haussement d'épaule impuissant. Puis une main a touché mon coude. Madame Daniels,
62 ans, enseigne dans cette école depuis 30 ans, lunettes de lecture sur une chaîne de perles. Elle s'est penchée près. Ma chérie, ma mère était pareille. Ne la laisse pas gagner. 5 mots d'une presque inconnue. Et ils m'ont soutenu pour le reste de la journée. 2 jours avant le mariage, c'était le dîner de répétition chez Gloria Cole, une maison de style ranch cosy avec une véranda tout autour et des guirlandes lumineuses que Nathan avait accrochées l'été dernier. Environ 30 personnes, la famille de Nathan, quelques amis proches, Rachel, oncle Tom. Poulet frit, salade de pommes de terre, la fameuse tarte aux patates douces de Gloria. L'ambiance était chaleureuse, nerveuse, pleine d'espoir. Ma mère n'était pas invitée. Elle est venue quand même. J'ai entendu sa portière de voiture à 19h15. Elle est montée les marches de la véranda avec une bouteille de vin et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Gloria a ouvert la porte, surprise. Diane, nous ne t'attendions pas, je suis la mère de la mariée. Elle est entrée. Le salon s'est tu. Le cousin de Nathan, Danny, a posé sa fourchette. Oncle Tom s'est redressé sur sa chaise près de la fenêtre. Ma mère s'est servi un verre de vin de sa propre bouteille et l'a levé. J'aimerais porter un toast. Personne ne l'a arrêté. C'est comme ça qu'elle fonctionne, elle compte sur la politesse. J'espère juste que Nathan sait dans quoi il s'engage. Un murmure. Que ce mariage dure plus longtemps que sa capacité d'attention. La pièce était en apnée. Gloria s'est levée. Sa voix était du fer enveloppé de velours. Diane, ça suffit. Ma mère a pris une gorgée, posé le verre, et regardé autour de la pièce les 30 visages qui la fixaient. Elle est sortie. La porte moustiquaire a claqué derrière elle. Silence. Puis la main de Nathan a trouvé la mienne sous la table. Il a serré. J'ai serré en retour. Gloria a traversé la pièce et s'est penchée près de ma chaise. Ses yeux étaient humides. Elle a murmuré, « Je suis désolé d'avoir déjà douté de toi. » Et puis, plus bas, « Tu es la bienvenue dans cette famille, Vera. » Toujours. Un jour avant le mariage, vendredi soir, j'étais en train de plier des serviettes à l'appartement de Rachel. Elle avait insisté pour que je passe la nuit chez elle pour que Diane ne puisse pas m'atteindre, quand mon téléphone a vibré. Une capture d'écran de ma collègue Jenny. Oui, c'est un post Facebook. Le compte de ma mère, priez s'il vous plaît pour ma fille. Elle se précipite dans un mariage contre avis médical. J'ai fait tout ce que je pouvais. Le cœur d'une mère est brisé. Contre avis médical. Je l'ai lu 3 fois. Chaque fois, les mots se réarrangeaient en quelque chose de plus laid. Il n'y a pas d'avis médical. Il n'y a pas de médecin qui ait dit « Ne te marie pas ». Ma mère a inventé une crise médicale et l'a postée à 800 personnes dans une ville où tout le monde connaît le deuxième prénom de tout le monde. Mes mains tremblent. Rachel regarde par-dessus, lit la capture d'écran, et son expression ne change pas. Elle a dépassé le choc, elle est en mode opérationnel. Je l'ai vue il y a 20 minutes. Elle dit « 800 personnes ». Rachel, je sais. Elle raconte à toute la ville que je suis mentalement malade. Rachel prend le téléphone de ma main, pas brutalement, comme une infirmière qui enlève quelque chose qui fait mal à un patient. Ne réponds pas. Demain, la vérité parlera d'elle-même. Nathan appelle depuis notre maison. Il l'a vu aussi. Reste. Je dis que je vais bien. Je suis avec Rachel. Tu es sûr? Je suis sûr. Il marque une pause. Plus d'écran ce soir, Vera. Je suis d'accord. Rachel prend mon téléphone et le met dans un tiroir de la cuisine. Elle prépare du thé à la camomille. Nous nous asseyons sur son canapé, sans beaucoup parler, juste en respirant dans la même pièce. Cette nuit-là, je suis allongé dans le lit d'amis de Rachel, les yeux ouverts, fixant le ventilateur de plafond qui tourne lentement en cercle. Demain sera différent. Je n'ai plus peur. Quelque chose a bougé doucement, comme une clé qui tourne dans une serrure. Pour la première fois, je vois clairement, plus clairement que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Samedi matin, jour du mariage, 6 heures. Je me réveille dans la chambre d'amis de Rachel au son de sa voix déjà au téléphone. Oui, madame. Amélioration du lieu. Surprise pour les mariés.
Et la nouvelle adresse est Elmwood Garden Estate, 412 Whitfield Lane. Arrivez avant 15 heures. Ne venez pas à l'adresse originale. Elle fait les 100 pas dans son salon en pantalon de survêtement et casque. Une feuille de calcul imprimée à la main avec 200 noms, chacun surligné en jaune, vert ou rouge. Jaune, SMS de masse envoyé. Vert, confirmé. Rouge, nécessite un appel personnel. À 8 heures, elle a passé 15 appels. Gloria Cole confirmé. Oncle Tom confirmé. Le cousin de Nathan Danny, sa tante Margaret, les Henderson d'à côté, ma collègue Jenny, Madame Daniels. Confirmé. 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 À 10 heures, 197 invités sur 200 ont confirmé le nouveau lieu. 3 ne peuvent pas venir. 1 a un enfant malade. 2 sont en voyage. Aucun n'est lié au sabotage de ma mère. Une personne n'est pas du tout sur la liste de contacts. Diane Westbrook ne reçoit aucun SMS, aucun appel, aucune nouvelle adresse. À sa connaissance, le mariage est au lieu original, celui qu'elle a annulé, le terrain vide. À midi, j'enfile ma robe dans la chambre de Rachel. Elle est simple, ivoire, longueur T, manche en dentelle. Je l'ai achetée dans une boutique de seconde main à Atlanta, $60. Ma mère l'a appelée « embarras d'occasion ». Moi, je l'appelle mienne. Oncle Tom arrive à 13h30. Il porte un costume gris, des chaussures cirées, les yeux déjà rouges. Il me voit et s'arrête dans l'encadrement de la porte. « Seigneur, Vera, tu ressembles à ton père le jour de son mariage, têtue et belle. » Rachel vérifie sa montre, vérifie sa liste, me regarde. « Prête ?» Je lisse ma robe. Je respire. Cela fait 28 ans que je suis prête. Pour la première fois, mon mariage me semble vraiment mien. Elmwood Garden Estate se trouve au bout d'une allée de gravier bordée de pacaniers. Il y a un portail blanc en bois, grand ouvert. Au-delà, une pelouse ondulante bordée de massifs de fleurs sauvages, tournesol, lavande, gypsophile. Les fleurs que j'ai choisies. Les fleurs que ma mère a effacées. Rachel les a ramenées. Des guirlandes lumineuses sont tendues entre 2 vieux chênes verts, se balançant juste assez pour faire scintiller la lumière. Des chaises en bois bordent une allée centrale. Des chaises que Nathan a fabriquées lui-même au cours de l'année dernière, une chaque week-end, empilées dans son atelier où je pensais qu'il s'occupait simplement. Il construisait notre mariage sans que je le sache. Le fumoir à barbecue est déjà allumé. Big Jim en personne, avec son tablier en jean, s'occupe du fumoir. Pulled pork, pain de maïs, thé sucré, et beaucoup maçonnent exactement comme je l'avais rêvé. Les invités commencent à arriver à 14h30. Ils passent le portail et s'arrêtent. Presque tous s'arrêtent. Certains portent la main à la poitrine. Certains rient d'incrédulité. Madame Henderson murmure à son mari, c'est mieux que l'original. Gloria Cole entre, voit les fleurs sauvages, voit les chaises faites main, voit les guirlandes captant le soleil de l'après-midi en Géorgie. Elle me trouve près du treillis du jardin et me serre dans ses bras. Fort, vrai. C'est à quoi ton mariage était toujours censé ressembler. Maggie Coulter de WRDG-TV arrive discrètement avec son caméraman. Il s'installe sur le côté, discret, professionnel. Rachel les briefe. Une histoire touchante sur l'amitié et la communauté. C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir pour l'instant. La vieille Madame Freeman, ma voisine depuis l'enfance, 81 ans, chapeau du dimanche et tout, me trouve et prend mes 2 mains. Ton père te regarde, ma chérie. Je le sais. Je la crois. 200 chaises, 197 invités, et la seule personne absente est celle qui a essayé de s'assurer que rien de tout cela n'existerait. 15 heures. La lumière de l'après-midi devient dorée. Oncle Tom prend mon bras au bout de l'allée. Sa prise est ferme, ferme comme un militaire, mais sa main tremble. Des pas lents, murmure-t-il. Fais que ça compte. La musique commence. Pas une grande pièce orchestrale, juste une guitare. L'ami de Rachel, Caleb, est assis sur un tabouret sous le chêne vert, jouant une version fingerstyle de la chanson sur laquelle Nathan et moi avons dansé lors de notre premier rendez-vous dans son atelier, de la sueur encore sur le sol. J'avance. 200 visages se tournent.
Certains sourient. Certains pleurent déjà. Gloria Cole tient un mouchoir contre son nez. Madame Daniels me fait un signe de tête depuis la 3e rangée. Petit, stable, certain. Nathan se tient au bout de l'allée. Ses mains sont jointes devant lui. Ses yeux sont rouges et il ne le cache pas. Il ne m'a jamais rien caché. Quand oncle Tom me remet à Nathan, il lui serre la main et dit « Prends soin d'elle ou réponds-moi ». Nathan hoche la tête. « Oui, monsieur. » L'officiant, l'ami de Nathan à l'université, David, ordonné en ligne le mois dernier spécialement pour ça, reste simple. Lecture courte, pas de sermon, puis les vœux. Nathan passe en premier. Sa voix se brise une fois sur le mot « foyer ». Mon tour. Je ne lis pas sur une carte. Je le regarde et dis ce que je retiens depuis des mois. Je te choisis non parce que j'ai besoin d'être sauvé, mais parce que je sais enfin que je mérite d'être aimé sans condition. Le jardin devient silencieux, même les oiseaux, semble-t-il. Je n'ai pas besoin de permission pour être heureuse. Pas de qui que ce soit. Plus maintenant. La main de Nathan trouve la mienne. L'officiant nous déclare mariés. Nous nous embrassons sous les chênes verts et les guirlandes se balancent, et 197 personnes se lèvent. Le son de leurs applaudissements remplit le jardin comme une vague. Et quelque part à 12 minutes de là, un terrain vide attend en silence. 15h15, 12 minutes plus loin. J'ai appris les détails plus tard, reconstitués à partir d'oncle Tom, du garde de sécurité, des images de Maggie Coulter. Ma mère se rend au lieu original à 14h45. Elle gare sa berline argentée, celle qu'elle garde toujours impeccable parce que les apparences comptent, et descend en robe bleu marine et boucle d'oreilles en perles. Elle n'est pas habillée pour le deuil, elle est habillée pour la victoire. Elle marche vers le terrain. Il est vide. Pas de tente, pas de chaise, pas de fleurs, pas de traiteur. Le rêve de sa fille effacé. Dans son esprit, l'histoire s'arrête ici avec Vera humiliée, rampant de retour, ayant besoin de maman à nouveau. Puis elle regarde autour. Pas de voiture, pas d'invités qui arrivent. Pas de parents confus qui traînent. Personne qui pleure au téléphone. Personne du tout. Le sourire s'efface et elle sort son téléphone et m'appelle. Ça sonne 5 fois et passe sur la messagerie. Elle appelle Rachel. Messagerie. Elle appelle Gloria Cole. Messagerie. Elle fait défiler ses contacts et appelle le cousin de Nathan Dani. Messagerie. Madame Henderson, messagerie. Génie de mon école, messagerie. Cet appel. 8. 9. Pas une seule réponse. Elle se tient au milieu de ce terrain vide, téléphone collé à l'oreille, tournant lentement sur elle-même. Le soleil est chaud. Les cigales sont bruyantes. Et elle est complètement, totalement seule. J'essaie d'imaginer ce que ce moment a dû lui faire ressentir. La seconde exacte où elle a compris. La seconde où le sourire est tombé et où la réalisation a atterri comme une pierre dans de l'eau calme. Elle était venue me voir craquer. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée dans un champ vide, appelant numéro après numéro, et personne n'a répondu. Quelqu'un finit par répondre. Une cousine éloignée de Nathan, Bev, 74 ans, malentendante, n'a probablement pas compris le mémo, ne dit rien à Diane. Elle décroche à la 6e sonnerie. Oh, Diane, tu n'as pas eu le message? Le mariage est à Elmwood Garden maintenant. Bel endroit sur Whitfield Lane. Ma mère raccroche sans dire au revoir. 25 minutes plus tard, elle a dû griller toutes les limitations de vitesse à Ridge Hill. Sa berline argentée crisse sur l'allée de gravier à Elmwood Garden Estate. Elle voit le portail blanc, les guirlandes à travers les arbres. Elle entend la musique, les rires, le tintement des verres, et la douceur fumée du barbecue flottant dans l'air de Géorgie. Et elle se gare. Elle marche jusqu'au portail. Ses talons s'enfoncent légèrement dans le gravier. Un homme se tient à l'entrée. Kyle, l'ami de Rachel, un M88, visage calme, tenant un clipboard. Il a été briefé. Bon après-midi, madame. Puis-je voir votre invitation? Ma mère se redresse. Je suis la mère de la mariée. Kyle baisse les yeux sur sa liste. Il la parcourt soigneusement, de haut en bas. Il lève les yeux.
Je suis désolé, madame. Votre nom n'est pas sur la liste des invités. Ma mère le fixe. Sa bouche s'ouvre, puis se referme. Il doit y avoir une erreur. Pas d'erreur, madame. J'ai vérifié 2 fois. À travers le portail, elle voit les chaises, les fleurs sauvages, les bocaux maçonnent, les invités qui rient. Elle voit le dos de ma robe. Elle voit le bras de Nathan autour de ma taille. Tout ce qu'elle a essayé de détruire est là, vivant, intact et rayonnant. Et il y a un portail entre elle et ça, et un homme avec un clipboard, et son nom nulle part sur la liste. Je comprends que c'est difficile, dit Kyle doucement, mais je ne peux autoriser que les invités listés. Pour la première fois de sa vie, ma mère est à l'extérieur d'une porte qu'elle ne peut pas ouvrir, et la clé n'est pas dans ses mains. Elle ne part pas discrètement. Je reconstitue ça à partir des images de Maggie Coulter, que je n'ai regardées qu'une fois, 2 semaines plus tard, et jamais plus. La voix de ma mère monte. D'abord mesurée, puis tranchante, puis brute. C'est le mariage de ma fille. Je suis sa mère. Kyle ne bouge pas. Il garde les mains jointes devant lui et son expression neutre. Il a été formé pour ça. Rachel a pensé à tout. Madame, je comprends, mais je ne suis pas autorisé à. Autorisé? Je l'ai mise au monde. Plusieurs invités près du portail tournent la tête. La tante de Nathan Margaret murmure quelque chose à la personne à côté d'elle. Madame Henderson secoue lentement la tête. Ma mère voit les visages qui la regardent, pas avec sympathie, pas avec confusion, avec reconnaissance. Ils savent ce qu'elle a fait. Le message de Rachel sur le changement de lieu était clair, en raison d'annulations imprévues de prestataires par un membre de la famille, le lieu du mariage a été déplacé. Tout le monde sait qui est ce membre de la famille. Puis ma mère voit la caméra. Maggie Coulter et son caméraman se sont approchés du portail. Pas agressivement, juste en faisant leur travail. Le voyant rouge est allumé. Ma mère se fige. Les larmes, celles qu'elle peut faire surgir sur commande, s'arrêtent. Elle regarde l'objectif comme un cerf regarde des phares pendant un long moment. Alors elle reste là, le masque se fissurant. Pas la mère en deuil, pas la parent protectrice, juste une femme en robe bleu marine qui a tout misé sur le contrôle et a perdu. Elle se retourne, marche jusqu'à sa voiture, ouvre la porte, monte, s'en va. Elle ne regarde pas en arrière. Dans le jardin, je danse. Nathan me guide dans un two-step maladroit sur l'herbe pendant que Caleb joue de la guitare et que les guirlandes s'allument alors que le soleil descend. Je ne sais pas que ma mère est venue. Je ne sais pas qu'elle est partie. Rachel se tient près de la table des desserts et surveille le portail. Elle voit la berline argentée disparaître sur la route de gravier. Elle prend son verre de thé sucré, boit une gorgée, et retourne sur la piste de danse. Pas de triomphe, pas de vantardise, juste la paix. Elle est venue, me dit Rachel des jours plus tard, elle est partie. Tu n'as rien raté. Le reste de la soirée est le genre d'ordinaire dont j'ai toujours eu faim. Assiette en carton chargée de pulled pork, thé sucré rempli 3 fois. Le neveu de Nathan de 7 ans, Tom Brady, chasse les lucioles sur la pelouse pendant que sa grand-mère lui crie de faire attention au massif de fleurs. Nous coupons le gâteau. 2 étages, glaçage au beurre, un petit bouquet de fleurs sauvages dessus. J'ai fait le dessus moi-même. 2 petites figurines en bois que Nathan a sculptées le mois dernier. Il pensait que je n'avais pas remarqué les copeaux de bois sur son établi. J'ai remarqué. Gloria se lève pour parler. Ce n'est pas une femme qui aime l'attention publique. Alors quand elle se racle la gorge et que le jardin se tait, ça veut dire quelque chose. Je ne suis pas du genre à faire des discours, dit-elle. Mais je veux dire ça. Bienvenue dans la famille, Vera. Pour de vrai cette fois. Quelques personnes rient. Quelques personnes pleurent. Je fais les 2. Oncle Tom passe ensuite. Il tient son verre fermement, mais sa voix tremble. Mon frère disait toujours que Vera trouverait son chemin, il marque une pause, déglutit. Il avait raison. Les applaudissements sont doux, pas un rugissement, juste un son chaleureux et régulier comme la pluie sur le toit d'une véranda. Alors je suis assise à la longue table en bois, une que Nathan a fabriquée pour un client l'année dernière, mais qu'il a décidé de garder. Et je regarde autour, 200 personnes mangeant du barbecue dans un jardin plein de fleurs sauvages sous des guirlandes lumineuses dans une petite ville de Géorgie.
Personne ne joue un rôle. Personne ne gère les apparences. Personne ne guette si je vais craquer. Pour la première fois de ma vie, une célébration n'est pas prise en otage. Rachel capte mon regard de l'autre côté de la table. Elle lève son bocal maçonne. Je lève le mien, mais nous ne disons rien. Nous n'en avons pas besoin. C'était la première célébration de ma vie qui ne m'a pas été volée. Plus tard cette nuit-là, après le départ du dernier invité, et que les guirlandes clignotent encore doucement dans le jardin vide, Nathan et moi nous asseyons sur les marches de la véranda chez nous. Mes chaussures sont enlevées, sa cravate est desserrée, l'air de la nuit sent le jasmin et la fumée résiduelle. Il y a quelque chose que je dois te montrer, dit-il. Il sort son téléphone et ouvre un fichier audio, daté d'il y a 6 jours, 22h47. Je ne te l'ai pas fait écouter avant parce que tu étais déjà en train de craquer. Il appuie sur play. La voix de ma mère remplit la véranda sombre. Elle a fait une dépression à l'université. Est-ce qu'elle t'a raconté toute l'histoire? J'écoute. Elle ne supporte pas le stress. Elle va s'effondrer. Je continue d'écouter. Pars maintenant. Sauve-toi. L'enregistrement s'arrête. Les cigales prennent le relais. Je reste avec ça. La voix de ma mère. Celle qui me chantait pour m'endormir. Celle qui me lisait des histoires. Celle qui me disait que j'étais trop fragile, trop cassé, trop abîmé pour que quelqu'un m'aime, flottant dans l'air chaud de la nuit. Je ne suis pas abîmé, dis-je. Je ne l'ai jamais été. Nathan ne discute pas. Il attend simplement. Je veux envoyer ça à Maggie Coulter. Il me regarde. Tu es sûr? Ma mère l'a posté sur Facebook en premier. Elle a dit à 800 personnes que j'étais mentalement malade. Elle a dit à toute la ville que mon mariage était une erreur. Je croise les mains. Je ne la mets pas sur la sellette. Je laisse juste les gens entendre sa vraie voix. D'accord. Et les annulations de prestataires, les emails, les messages vocaux où elle se faisait passer pour moi? Rachel a tout ça. Nathan hoche la tête. Ce n'est pas de la vengeance, dis-je, autant pour moi que pour lui. C'est juste la vérité. Sans son montage. Il passe son bras autour de moi. La lumière de la véranda vacille. Quelque part plus bas sur la route, un chien aboie 2 fois et s'arrête. Je ne fais pas ça pour la blesser. Je le fais pour qu'elle ne puisse plus jamais réécrire l'histoire. Le lendemain matin, dimanche, je m'assois à la table de la cuisine avec une feuille blanche et un stylo, pas un email, pas un texto ou une lettre, manuscrite, parce que certaines choses doivent coûter de l'effort. J'en écris 3 brouillons avant de trouver la bonne. Le premier est trop en colère. Le second est trop gentil. Le troisième est honnête. Maman, je t'aime. J'ai besoin que tu saches ça en premier parce que le reste de cette lettre sera dur à lire. Tu as annulé mon mariage. Tu as dit à mon fiancé que j'étais endommagé. Tu as dit à la ville que j'étais mentalement malade. Tu as dit à sa mère que j'étais instable. Tu es venu sur mon lieu de travail et tu as laissé entendre que j'avais une crise devant mes collègues. Tu as posté sur Facebook que je me mariais contre avis médical. C'était un mensonge. Je ne te hais pas pour tout ça, mais je ne peux pas prétendre que ça n'est pas arrivé. Je pense que tu as peur. Je pense que tu as peur depuis la mort de papa. Peur d'être seul. Peur de perdre le contrôle. Et peur que si je construis ma propre vie, il n'y aura plus de place pour toi dedans. Il y a de la place. Il y en aura toujours, mais pas comme ça. J'ai besoin de distance. Je ne sais pas pour combien de temps. Quand tu seras prête à parler, vraiment parler sans culpabilité, sans larmes utilisées comme arme, sans essayer de contrôler la conversation, je serai là. Mais la porte s'ouvre de mon côté maintenant. Pas du tien. Je t'aime, maman. Mais l'amour sans limite n'est pas de l'amour. C'est de la captivité. Vera. Je plie la lettre. Je la mets dans une enveloppe et j'écris « Diane Westbrook » dessus. Je conduis jusqu'à la maison d'oncle Tom et je la lui remets. Il la lit debout dans son encadrement de porte. Quand il a fini, il la plie soigneusement et me regarde. Ton père aurait écrit la même chose. Il la livre cet après-midi-là. Je ne demande pas comment elle a réagi. Je ne suis pas prête à savoir.
Une semaine après le mariage, le reportage de Maggie Coulter passe sur WRDG TV. Le sujet dure 4 minutes et demie pendant le journal de 18 heures. Le titre, La demoiselle d'honneur sauve le mariage de sa meilleure amie après un sabotage familial, une histoire d'amour à Ridgehill. Maggie reste de bon goût. Elle ne nomme pas directement ma mère. Elle dit qu'un membre de la famille a annulé tous les prestataires une semaine avant la cérémonie. Elle montre des images du jardin, des fleurs sauvages, des guirlandes, Nathan et moi en train de danser. Elle interviewe Rachel, qui dit simplement, quand quelqu'un que vous aimez est en difficulté, vous n'attendez pas la permission pour aider. Elle n'a pas besoin de nommer Diane. Mais dans une ville de 4000 habitants, la soustraction est une identification. Si la mère de la mariée n'est pas dans les images du mariage, et qu'un membre de la famille a fait le sabotage, tout le monde fait le calcul. En 3 jours, j'entends les remous. Le post de Diane, celui sur la vie médicale, est capturé en écran, partagé dans la moitié de la ville avant qu'elle ne puisse le supprimer. Quand elle le fait, c'est trop tard. Les gens le mettent côte à côte avec le reportage de Maggie. L'auxiliaire des femmes de Ridgehill, où Diane occupe un siège au conseil depuis 6 ans, lui envoie un email poli, « Nous pensons qu'il vaut mieux que vous preniez un congé pendant que les choses se calment. » Chez le salon de coiffure de Patty, Patty elle-même dit à Diane pendant son rendez-vous, « Diane, j'ai entendu ce qui s'est passé. Je pense que vous devriez parler à quelqu'un, un professionnel. » Les voisins cessent de saluer depuis leurs allées. Les invitations au potluck du dimanche cessent d'arriver. Les appels téléphoniques diminuent. Je suppose que la monnaie de ma mère à Ridgehill a toujours été la réputation. La veuve dévouée, la mère sacrificielle, la femme qui tenait tout ensemble. Cette monnaie est maintenant sans valeur. Une femme sur le groupe Facebook de la ville écrit ce que tout le monde pense, « J'ai toujours pensé que Diane était une mère dévouée. » Il s'avère que dévouée et contrôlante se ressemblent de l'extérieur. J'entends la suite d'oncle Tom, qui prend des nouvelles de ma mère parce que malgré tout, elle reste la femme de son défunt frère. Et Tom est le genre d'homme qui n'abandonne pas les gens même quand ils l'ont mérité. Diane l'appelle un mercredi soir, 2 semaines après le mariage. Elle pleure. Ils ont retourné ma fille contre moi. Tom ne sucre pas les choses. Personne ne l'a retournée, Diane. Tu l'as poussée. C'est mon enfant. J'ai le droit. Tu as le droit de l'aimer. Tu n'as pas le droit de la posséder. Elle lui raccroche au nez, rappelle 20 minutes plus tard, plus calme, essayant un autre angle. Rachel a manipulé toute l'affaire. Elle a empoisonné Vera contre moi. Rachel a sauvé un mariage que tu as essayé de détruire. Silence. Tom me dit qu'elle appelle quelques-unes de ses vieilles amies de l'auxiliaire des femmes. Elle leur dit qu'elle a été poussée dehors par sa fille et la meilleure amie contrôlante de sa fille. Le récit est familier. Diane, la victime. Diane, la martyre incomprise. Mais cette fois, personne n'y croit. Tout le monde a vu le post Facebook. Tout le monde a regardé le reportage de Maggie. Tom passe devant la maison de Diane un soir et voit les lumières allumées dans la cuisine. Par la fenêtre, elle est assise seule à la table en train de regarder un vieil album photo. Son album de mariage, Elle est mon père. Jeune, souriant, intact. Il me le raconte prudemment, comme s'il n'était pas sûr que je veuille l'entendre. J'écoute. J'espère qu'elle obtiendra de l'aide. Je dis que je le pense vraiment. Pas parce que je lui ai pardonné, parce que je sais ce que ça ressemble quand quelqu'un se noie et est trop fier pour appeler à l'aide. Je dis à Tom que si elle accepte de voir un thérapeute, j'irai à une session de thérapie familiale avec elle. C'est mon offre. Ce n'est pas du pardon. C'est une condition. Et c'est la chose la plus généreuse que je puisse donner en ce moment. L'argent s'arrange, en grande partie. Puis Nathan et moi contactons les prestataires originaux, ceux que ma mère a annulés en se faisant passer pour moi. Nous apportons les reçus, les emails où Diane a signé en tant que Vera Westbrook, les messages vocaux où elle a utilisé mon nom. Le fleuriste et le traiteur examinent les preuves et acceptent. Nous n'avons pas autorisé l'annulation. Dont chez Magnolia Floral rembourse $2,200. Le traiteur rend $4,800. Ça fait $7,000 de retour. Pas tout, mais assez pour respirer. Le lieu, Ridgehill Community Pavilion, a une politique plus stricte, pas de remboursement après 30 jours, mais le gérant, après avoir entendu l'histoire et vu les messages vocaux,
propose un crédit pour un événement futur. Nathan dit, on l'utilisera pour une fête du premier anniversaire. Je ris pour la première fois depuis un moment. Nous remboursons Rachel les $6 500 en 2 mois. Elle résiste. Considère ça comme un cadeau de mariage, dit-elle. Je le vire quand même. Certaines dettes ne concernent pas l'argent, elles concernent le respect. Et quelque chose d'inattendu vient du mariage lui-même. 3 invités qui ont vu les chaises et tables faites main par Nathan pour la réception le contactent la semaine suivante. Commande de meubles sur mesure, un ensemble de salles à manger pour les Henderson, un rocking chair pour la vieille Madame Freeman, une étagère pour le producteur de Maggie Coulter. L'atelier de Nathan, qui peinait à avoir des clients réguliers, a soudain une liste d'attente de 3 mois. Je ne porte pas plainte contre ma mère. Je ne poursuis pas en dommages et intérêts. J'y pense brièvement, mais je suis une enseignante de 28 ans dans une petite ville, et c'est ma mère. Le système judiciaire n'est pas fait pour ce genre de blessure. Mais je garde tout. Chaque message vocal, chaque email, chaque capture d'écran rangée soigneusement dans un dossier que Rachel a étiqueté, au cas où. Nous ne sommes pas devenus riches. Nous ne nous sommes pas vengés. Nous sommes juste devenus libres. 3 mois plus tard, notre maison est petite. 2 chambres, une salle de bain, une véranda qui a besoin d'être repeinte. Nathan dit qu'il s'en occupera au printemps. Et je le crois parce que cet homme termine tout ce qu'il commence. Je retourne enseigner. Les élèves de 3e année ne savent rien de ce qui s'est passé, et c'est exactement comme je le veux. Ils se soucient des tables de multiplication et de qui nourrit le hamster de la classe. C'est la chose la plus ancrée dans ma vie. Madame Daniels, l'enseignante qui a murmuré, ne la laisse pas gagner, dans le couloir ce jour-là, commence à laisser un cupcake sur mon bureau tous les vendredis. Elle ne dit jamais pourquoi. Je ne demande jamais. Gloria Cole et moi dînons ensemble tous les 2 dimanches. Elle m'apprend à faire du coblé aux pêches. La recette de la famille Cole, écrite à la main sur une fiche si vieille que l'encre s'efface. Dimanche dernier, elle m'a donné la carte originale. Elle est à toi maintenant, a-t-elle dit. La recette de famille va à la famille. Je l'ai scotchée à l'intérieur de notre placard de cuisine à côté d'une photo de Nathan et moi à Elmwood. Je n'ai pas parlé directement à ma mère. Oncle Tom est le pont. Il me dit qu'elle a commencé à voir un thérapeute, y est allée 2 fois, a arrêté. Elle y est retournée, a arrêté à nouveau, puis y est retournée une 3e fois. Elle essaie, dit Tom au téléphone un soir. Lentement. Lentement, c'est bien, lui dis-je. Je ne vais nulle part. Je le pense vraiment. La porte que j'ai décrite dans ma lettre, celle qui s'ouvre de mon côté, est toujours là. Je vérifie parfois dans mon esprit. Comme on vérifie une plante dont on n'est pas sûr qu'elle survivra à l'hiver. Je n'ai pas besoin que ma mère soit parfaite. J'ai juste besoin qu'elle arrête de prétendre que je suis cassé. C'est le minimum. Et pour la première fois, je n'ai pas peur de l'exiger. Je veux vous dire quelque chose directement, pas en tant que personnage dans une histoire, mais en tant que moi, Vera. Je ne vous ai pas raconté tout ça pour que vous haïssiez ma mère. C'est une femme en douleur. Elle a perdu son mari trop jeune et elle n'a jamais appris la différence entre tenir et prendre en otage. Sa peur est réelle. Son chagrin est réel. Mais sa douleur ne lui donne pas le droit de détruire ma vie. Et la vôtre non plus, quelle que soit votre. Mais si vous avez quelqu'un dans votre vie, une mère, un père, un frère, une sœur, un partenaire qui utilise l'amour comme une laisse, qui vous fait sentir coupable d'être entier, qui vous punit pour grandir, je veux que vous m'entendiez, vous n'êtes pas ingrat pour vouloir de l'air. Vous n'êtes pas égoïste pour dire non. Vous n'êtes pas un mauvais fils ou une mauvaise fille pour construire une vie qui n'orbite pas autour de leur anxiété. Les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes. Et c'est vous qui tenez la clé. Je n'ai pas planifié une vengeance. Je n'ai pas comploté. Mais j'ai eu de la chance. J'avais Rachel. J'avais Nathan. J'avais oncle Tom et Gloria et Madame Daniels et 200 personnes qui se sont présentées dans un jardin de secours un samedi en Géorgie parce que quelqu'un leur a envoyé un texto qui disait « Fais-moi confiance ». Si vous n'avez pas de Rachel, s'il n'y a personne dans votre coin en ce moment, alors soyez votre propre Rachel. Faites un plan. Pas un plan de vengeance, un plan pour votre avenir.
Un plan qui protège la version de vous-même que votre mère ou votre père ou qui que ce soit essaie d'effacer. Vous méritez d'exister sans permission. Je le sais parce que j'ai passé 28 ans à attendre la permission. Et le jour où j'ai arrêté de demander a été le jour où ma vie a vraiment commencé. Je me suis demandé tellement de fois depuis, si Rachel n'avait pas fait ce plan de secours, que se serait-il passé? Aurais-je été assez forte pour tenir debout toute seule? Honnêtement, je n'en suis pas sûr. Alors, je veux vous demander, avez-vous une Rachel dans votre vie? Quelqu'un qui vous protège avant même que vous sachiez que vous avez besoin de protection? Ou êtes-vous la Rachel de quelqu'un? Celle qui tient le plan de secours ensemble pendant qu'il s'effondre? Maintenant, laissez-moi vous dire comment ça se termine. 6 mois après le mariage, je rentre de l'école un mardi après-midi. Il y a un courrier sur la véranda, pas dans la boîte aux lettres. Sur la véranda, livré à la main. Une enveloppe crème sans adresse de retour, mon nom écrit d'une écriture que je reconnaîtrais dans le noir. En l'ouvrant, debout dans l'encadrement de la porte, pas de lettre à l'intérieur, pas de mots, juste une seule fleur sauvage pressée. Une Black-Eyed Suzanne, aplatie et séchée entre 2 feuilles de papier ciré. Je la tiens longtemps. Une fleur sauvage. La fleur que j'ai choisie pour mon mariage. La fleur que ma mère a remplacée par des roses blanches. La fleur que Rachel a ramenée. Je ne sais pas si c'est une excuse. Je ne sais pas si c'est un au revoir. Je ne sais pas si elle l'a pressé de son propre jardin ou acheté quelque part ou cueilli dans le fossé au bord de la route 12 où les Black-Eyed Susan poussent sauvages chaque été. Je ne l'appelle pas. Je ne suis pas prête. Peut-être qu'elle ne l'est pas non plus. Je porte la fleur à l'intérieur et la pose sur l'étagère, appuyée contre notre photo de mariage. Nathan et moi sous les chênes verts, guirlande en arrière-plan, fleurs sauvages partout. Ma mère n'a rien dit. Et peut-être que c'est la chose la plus gentille qu'elle ait faite depuis des années. Nathan entre de l'atelier, de la sueur sur les avant-bras. Il me voit debout près de l'étagère. Ça va? Ouais. Je me retourne. Je vais bien. Par la fenêtre de la cuisine, le soleil de fin d'après-midi se déverse sur le jardin arrière. J'entends le rythme de la scie à table de Nathan qui redémarre. Le chien du voisin qui aboie. Un moqueur quelque part dans le pacanier. Mon nom est Vera Westbrook Cole. J'ai 29 ans maintenant, et pour la première fois, ma vie est mienne.